Le Tage délimite la frontière entre le Portugal et l'Espagne, pendant plus de 30 km. Du côté du Portugal, cette région est un plateau pratiquement dépeuplé, avec des champs pour la culture des céréales et d'autres pour la pâture. Surtout des brebis et des chèvres, mais la plus grande partie de la région est couverte d'arbres où prédomine le chêne vert. Ce plateau se termine de manière abrupte par des falaises schisteuses donnant sur le Tage, parfois de plus de 100 mètres de hauteur. Sur les rives du Tage, on trouve partout le maquis méditerranéen. Et, quand la dénivellation est plus douce, il y a des oliviers. Maintenant, cette végétation commence à être menacée par des plantations d'eucalyptus, ce qui provoque la diminution de la pâture et limite les territoires de chasse des rapaces qui font l'objet de ce film. Pour ce film, nous avons décidé d'accompagner le professeur Manuel Abreu, technicien du Centre d'études de migration et de protection des oiseaux du service de conservation de la nature portugaise. Il y a déjà 4 ans que ce technicien étudie les rapaces du Tage, surtout pendant l'époque de nidification de ces oiseaux. L'objet de son travail est l'étude de la dynamique des populations de vautours et cigognes noires qui y nichent. Nous sommes donc allés toutes les 4 semaines, de janvier à juillet, avec Manuel Abreu et avons suivi son travail. Pour nous rendre dans cette région, nous devions parcourir les 400 km qui la séparent de Lisbonne. Tout le matériel est dans le bus, et il est trop lourd pour faire les derniers kilomètres, les plus difficiles. Nous arrivons finalement, et ensuite nous commençons à monter le campement. On essaie d'avoir un minimum de conditions pour passer la nuit. Já o VAR. Agora tem que rodar. Peraí. A Carola é que é pior. Aqui assim. Solta aí melhor, solta aí melhor. Peraí, agora roda assim. Tá bom, calma. Roda este para aí. Virar para ali. Sai, larga tudo. Peraí. Calma. Vai. Estás a Cuidado que criar aqui em baixo. Aí no chão. Aí, tá bom aqui. Après, c'est le bateau. Il faut l'assembler, le gonfler et le transporter jusqu'à l'eau. Chega para aí, Tiago. Cuidado que cheguei a ver. Devagarinho. Alturas. Agora aí, atenção. Devagarinho, vai. Cuidado. Levanta essa merda. Le pire, c'est le moteur, qui est le plus lourd. Tout est prêt. On peut partir. L'eau est calme et il fait beau. Soudain, après un méandre, nous apercevons le premier vautour fauve. Pendant le mois de décembre et le commencement de janvier, les couples volent ensemble. Ce sont les vols nuptiaux. Les oiseaux se rejoignent et planent parallèlement l'un au-dessous de l'autre avec leurs ailes tendues
qui parfois se touchent. À cette époque aussi, la construction des nids bat son plein. Les colonies se forment dans les falaises schisteuses et inaccessibles. Les sites ne sont pas beaucoup abrités. Ils sont quelquefois au bord du vide, sur des plateformes très exposées. Ces emplacements, volontiers repris plusieurs années de suite, se signalent alors par les dépôts de fientes blanches. Quelquefois, les nids sont assez rapprochés et la colonie se compose de plusieurs groupes. L'air peut être à plus de 100 mètres de hauteur. L'œuf unique est pondu dès mi-janvier et les deux sexes assurent l'incubation. Les vols groupés continuent jusqu'à la fin de la période de nidification. Quelquefois, ils volent tous ensemble, cherchant les dépouilles de brebis et de chèvres, la base de leur alimentation. L'utilité de ces grands nécrophages est énorme. Ils mangent tous les cadavres de bêtes qu'ils trouvent sur leur territoire de chasse, évitant ainsi la propagation des maladies. Ces admirables planeurs prêtent au paysage une vie et une grandeur inoubliables. À la dernière semaine de mars, environ 60 jours après la ponte, le poussin est né. Il est presque blanc. Quatre semaines après, nous sommes revenus. Il faut baguer le petit poussin. On prépare le matériel et on prend les notes. Le bagage est l'unique moyen de connaître la vie des oiseaux. Tous les ans, Manuel bague les poussins de vautours fauves dans les nids qu'il parvient à atteindre.
les plumes commencent à pousser. Et 4 semaines plus tard, le corps du jeune vautour est presque tout recouvert de plumes brunes. Il fait toujours le mort quand quelqu'un s'approche et s'immobilise pour se défendre. Au bout d'environ 2 mois, son plumage est presque celui d'un adulte. Seules les plumes des ailes et de la queue continuent à pousser. Pourtant, il ne volera que quand il aura 3 mois et demi ou 4. En attendant ce moment, il va gagner des forces pour voler. Il y a tout de même des jeunes vautours qui tentent les premiers envols avant d'en avoir la force suffisante et tombent dans le fleuve. S'ils ont de la chance, ils nagent jusqu'aux rives et sont sauvés. Plus tard, ils voleront avec leurs parents pendant 1 ou 2 mois et partiront vers l'Afrique en septembre. Les parents, quant à eux, restent toute l'année. On profite du temps disponible pour observer d'autres oiseaux, comme le merle bleu, ou le traquet-rieur, ou d'autres rapaces, tels que l'aigle royal. Le faucon cresserellette, avec une population d'environ 10 couples. Ou l'aigle de Bonelli. Mais il y a aussi le héron cendré qui niche ici.
Le percnoptère d'Égypte arrive en mars au Portugal pour nicher, après avoir passé l'hiver en Afrique. Les couples cherchent les airs de l'année précédente et commencent les vols nuptiaux. Ceux-ci sont plus élaborés que ceux des vautours fauves, avec une grande quantité de brindilles de bois mort, le fond étant tapissé avec de la fourrure de brebis et de chèvre. Mais quelquefois aussi avec des morceaux de tissu. Ils y pondent généralement 2 œufs, à la fin mars ou en avril, en l'espace de 3 ou 4 jours. Six semaines après, en mai, les poussins naissent. Dès lors, l'activité des parents augmente. Ils cherchent de la nourriture pour les petits, y compris dans les décharges publiques. Quand le jeune percnoptère a environ 4 semaines, il est temps de le baguer. Le bagage de ces nécrophages est très important parce qu'ils sont des migrateurs transsahariens. Les jeunes vautours brunissent peu à peu au fur et à mesure que leurs plumes poussent. 4 semaines plus tard, il n'y a qu'un poussin au nid. Il est plus agressif que le vautour fauve, et cela explique peut-être pourquoi l'aîné tue quelquefois son jeune frère. Lorsqu'il aura atteint son 3e mois, il sera déjà capable de voler et partira pour l'Afrique, généralement avant ses parents, à la fin d'août ou en septembre. La nuit, dans le campement, Manuel Abreu prend des notes sur les observations que nous avons faites pendant la journée et organise le travail du lendemain.
La cigogne noire est encore plus rare au Portugal que les vautours. Les premiers couples arrivent aussi en mars et cherchent les nids qu'ils ont construits pendant les années précédentes. Sa ponte est d'environ 4 œufs, dans un nid tapissé d'herbe et de mousse. Cinq semaines plus tard, au premier jour de mai, les jeunes cigognes noires éclosent. Leurs parents commencent à les alimenter, leur donnent des aliments qu'ils ont déjà digérés. Leur alimentation est à base de poissons, de reptiles et d'insectes. Quatre semaines plus tard, apparaît déjà chez les poussins un duvet. Manuel les a bagués aussi. L'année précédente, une jeune cigogne noire, baguée au même endroit, a été trouvée morte au Niger. C'est ainsi que l'on peut savoir la vie des oiseaux bagués et confirmer la grande utilité du bagage pour l'étude de ces oiseaux. C'est la troisième fois qu'on vient ici à Seny et il est complètement vide. On a réussi à suivre la naissance il y a 2 mois d'une petite cigogne noire, mais cette fois le nid est complètement vide. Je pense qu'un braconnier est venu ici et les cigognes ont disparu. Il y a 3 années, 13 nids de percnoptères ont été volés ici. C'est très grave ce qui se passe à cette région et on devrait faire quelque chose pour garder, surtout pendant l'époque de nidification. À 10 mètres du nid, on a trouvé 2 jeunes cigognes noyées. Peut-être ont-elles voulu fuir celui qui voulait les attraper et sont tombées dans l'eau, mourant stupidement. Encore un peu plus loin, une autre jeune cigogne noire essaie de rejoindre la rive, à la nage. Celui qui a violé le nid a fait un beau travail. Qu'a-t-il bien pu y gagner? Quel plaisir cela a-t-il pu lui procurer? Ce triste épisode auquel nous avons assisté au cours de notre expédition montre combien il est nécessaire de protéger et de patrouiller sur le Tage pendant l'époque de la nidification.